Martin Fessard, architecte et charpentier, enseignant à l'école d'architecture et à l'école centrale de Lille. Je vais aujourd'hui soutenir donc cette thèse intitulée Plaisir climatique dans les cités minières, expérimentation d'une rénovation légère en décalage avec la spatialité ouverte et les normes de rénovation lourde. Une thèse donc menée au LACT et à la chaire Post-Minier. Donc évidemment, je remercie les collègues présents, les chercheurs, la direction et le secrétariat aussi. Je remercie également le ministère de la Culture et la région Hauts-de-France qui ont financé ce travail. Je remercie forcément les membres du jury d'avoir accepté de relire, voir le rapport de ce travail, ce qui représente un travail très conséquent. Et enfin, je remercie bien évidemment Franck Vermandel, Béatrice Mariol et Vincent Dubois, donc, qui ont dirigé ce travail pour leur très grande disponibilité, leur accompagnement sur des points tant pratiques que théoriques. Alors, j'ai commencé cette thèse à la suite d'une expérience d'architecte charpentier menée pendant quelques années. Et donc, la thèse portait initialement plutôt sur l'impact des matériaux terre et chanvre sur les outils et les langages architecturaux dans le contexte de la rénovation. Mais une entrée dans la thèse par des questions plutôt techniques liées à des écrits notamment sur les liens entre technique et société. Donc, vous voyez quelques exemples à l'écran et des recherches actuelles sur la rénovation plutôt issue des sciences de l'ingénieur, on va y revenir, a déplacé le sujet sur l'exploration d'alternatives à la rénovation lourde. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la rénovation lourde? La rénovation lourde, c'est un terme qui est utilisé par l'Union européenne, qui correspond en France à la rénovation performante et globale, qui est définie donc par tout un édifice de lois, de réglementations thermiques, de normes, de prescriptions. Il y a ce document de l'ADEME qui définit donc la rénovation lourde, comme on peut le voir, le renouvellement complet de l'enveloppe isolante, des CVC, donc, qui sont les techniques de chauffage, ventilation, climatisation, qu'on va appeler donc, dans ce travail les techniques normées, pour susciter donc un climat intérieur lui aussi normé, donc on pourrait dire tiède, homogène, permanent, censé améliorer le confort et baisser les consommations énergétiques. Alors, cette rénovation lourde, elle a plusieurs limites. La première limite, elle concerne la reproductibilité. Donc, sur ce graphique, vous avez qui montre les objectifs des plans de rénovation en vert, en centaines de milliers de logements. Et en rouge, vous avez les réalisations. Donc, on voit qu'on est assez loin des ambitions en termes de réalisation. Et donc, la recherche d'une plus grande reproductibilité, elle engage à rechercher une sobriété technique pour limiter les coûts, c'est-à-dire ne pas renouveler l'ensemble du second œuvre et composer avec les isolations, les CVC hérités. Deuxième limite, elle concerne la baisse des consommations. Ici, donc, c'est un graphique qui est issu d'une recherche qui porte sur 200 000 logements aux Pays-Bas. Et donc, on voit que quand on passe d'une classe G à une classe A, par exemple après une rénovation lourde, en théorie, donc en gris foncé, on a une baisse très importante des consommations, calculée par exemple par le DPE, le diagnostic de performance énergétique. En réalité, donc, quand on considère les factures, cette baisse est bien moindre que prévu. Troisième limite, elle concerne l'amélioration du confort. Alors, ça pose la question de qu'est-ce que le confort. En France, donc la norme AFNOR ISO 7730 suggère un confort thermique neutre, c'est-à-dire le confort comme absence de ressenti thermique, comme neutralité thermique. On voit ici, censé satisfaire un maximum de personnes. Alors, c'est issu plutôt de recherches en chambre climatique. Il y a des recherches in situ depuis les années 70-80 dans des bâtiments réels qui montrent que plus de la moitié des gens interrogés veulent actuellement en fait autre chose que la neutralité thermique. Par ailleurs, donc les recherches in situ donc dans des bâtiments réels font émerger la notion de confort adaptatif qui montre que les habitants sont plus tolérants à des températures a priori inconfortables dans des bâtiments où ils peuvent ouvrir des fenêtres, fermer des rideaux, allumer le chauffage, changer d'habit, que dans un bâtiment où ils ne maîtrisent rien. Et donc, le confort ressenti, de ce point de vue, n'est pas qu'une question de température, mais aussi une capacité d'adaptation de son environnement. Et alors, ce travail initial sur la technique, il a soulevé deux points décisifs dans cette thèse. Tout d'abord, donc, la recherche d'alternatives à la rénovation lourde pour faire face rapidement à la précarité énergétique qui touche à peu près un ménage français et un ménage européen sur 10, et face au réchauffement climatique, puisque le bâtiment, c'est à peu près 20% des émissions carbone en France, aux 2 tiers liées au chauffage. Et deuxième point décisif, le retour au terrain, avec l'idée de considérer l'efficacité réelle de différentes rénovations, avec le mot efficacité ici au sens d'une baisse des consommations réelles et d'une amélioration du confort ressenti par les habitants.
Sinon, finalement, on a le risque d'une transition énergétique qui soit théorique et décevante en réalité. Alors, la thèse, elle examine la question suivante. Dans quelles conditions une rénovation légère peut-elle constituer une alternative efficace et source de plaisir climatique à la rénovation lourde? Alors, la rénovation légère, c'est un des apports de cette thèse. La notion de légèreté, elle est apparue au fil de la thèse, suite notamment à la visite de l'exposition Énergie légère au pavillon de l'Arsenal, dirigée par Raphaël Ménard et Jean Souviron, ici présent. La rénovation légère, c'était pas un a priori dans la thèse, comme un opposé évident à la rénovation lourde, mais on va voir que voilà, c'est construit au fil des études de cas et des expérimentations. On va y revenir. Et donc, on explore l'hypothèse qu'une rénovation légère, pour être efficace et source de plaisir climatique, elle suppose une transformation croisée des techniques, des pratiques et des espaces. Aujourd'hui, donc, on va rentrer dans ces questions et hypothèses directement par le terrain, selon deux modalités, des études de cas puis des expérimentations, avant de remonter en généralité afin de préciser les apports de la thèse au regard de l'état de l'art. Alors, les études de cas, elles ont pour but de nourrir les expérimentations dans le bassin minier. Le bassin minier, c'est environ 70 000 maisons minières, majoritairement un bâti ancien, donc pré-1946, un habitat individuel à l'architecture reconnue, avec inscription à l'UNESCO, mais avec des habitants en forte précarité énergétique. Il y a également un plan de rénovation lourde, l'engagement pour le renouveau du bassin minier, porté par l'État qui prévoit, et la région, qui prévoit donc la rénovation lourde de 23 000 logements en 10 ans. Et donc on peut se demander que faire pour les 47 000 autres. C'est donc des petites maisons mitoyennes, comme le montre cette axonométrie, avec des briques foraines et poreuses, avec des façades composées, avec des modèles nature de briques, et qui sont représentatifs des maisons anciennes, hein, qui représentent à peu près 20% du parc de logements français, en théorie plus énergivores que les autres logements, mais avec des qualités architecturales. Ce qui fait que les techniques d'isolation par l'extérieur, ou les façades bioclimatiques, trop onéreuses ou transformant trop l'expression des façades, ne sont pas abordées dans ce travail. Et donc, dans les études de cas, on a sélectionné des maisons anciennes mitoyennes, similaires aux maisons minières, avec des rénovations par l'intérieur, des techniques hors normes, comme des revêtements en chanvre, des poêles à bois, des processus de transformation des pratiques, comme l'auto-réhabilitation accompagnée ou slow it, comme on va le voir, avec 5 études de cas, 11 maisons enquêtées en France et en Belgique en hiver, enquêtées donc avec la méthode de relevé climatique habité, qui constitue un des apports méthodologiques de la thèse. C'est donc un outil qui s'inscrit dans la tradition du relevé architectural et habité, mais la prolonge par un relevé climatique inédit. Le dessin y est central, il permet d'enquêter et de représenter, de spatialiser, on pourrait dire, d'une part les climats intérieurs par des color maps et par une petite échelle de température sur le côté, les techniques de rénovation, avec en noir les techniques qui sont fixes, en vert les techniques qui sont manipulables, qui sont adaptables par les habitants, en rouge les techniques qui sont énergivores, et également représenter donc, les pratiques d'habiter dans des situations quotidiennes de la maison, mis en regard donc, de verbatim, issus d'entretiens semi-directifs avec les habitants sur les pratiques, du confort ressenti, donc qui apparaît ici avec les petits sourires, des consommations réelles, du coût de rénovation. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une méthode architecturale de diagnostic de l'existant, avant potentiellement et après rénovation, qui ne se limite pas à un diagnostic technique, mais qui met au centre de l'enquête le rôle de l'espace et des pratiques d'habiter dans l'efficacité d'une maison. Alors, on va prendre deux exemples aujourd'hui. Premier exemple, c'est plutôt presque un contre-exemple, c'est la rénovation lourde d'un habitat social, une maison minière dans la cité d'Orient à Armes, près de Lens, dans le cœur du bassin minier, qui est habitée par Mélusine Panier, qui est présente dans la salle, dans le cadre de son doctorat sur les pratiques collaboratives en architecture, qu'elle a soutenu donc en décembre 2024. Et donc, elle a réalisé une permanence architecturale dans la cité d'Orient, permanence au passage qui a permis un accès aux habitants et aux habitats facilités pour les expérimentations. Dans cette rénovation, donc, on voit qu'on a effectivement une enveloppe isolante, un chauffage central entièrement renouvelé, qui sont tous deux donc conformes aux normes et dissimulés derrière des plaques de plâtre blanche, un espace plutôt ouvert. Il y a aussi peu de techniques manipulables et peut-être un manque d'habileté aussi de l'habitant dans le réglage des robinets thermostatiques, ce qui engendre un climat tiède, homogène, permanent, un confort thermique neutre, ce qui génère donc un confort ressenti moyen. Par exemple, si on prend l'exemple ici, on voit que Mélusine finit par avoir froid lorsqu'elle travaille sur sa table en verre, dans son espace ouvert. Elle ne peut pas distinguer un espace plus chaud temporairement, elle doit monter le chauffage dans toute la maison.
Les consommations sont peut-être moyennes, une classe D, malgré un coût de rénovation très important, autour de 90 000 euros. Et donc, on a affaire plutôt à une adaptation technique énormée de l'existant à l'efficacité et à la reproductibilité moyenne. Le deuxième exemple, c'est dans une maison donc plus bourgeoise, là aussi mitoyenne, habitée donc par Bruno, chercheur engagé dans le processus Slowit. Slowit, donc c'est une recherche multidisciplinaire qui, face aux limites de la rénovation lourde, teste avec 23 ménages bruxellois une transformation des pratiques d'habiter, avec l'idée de chauffer les corps et pas l'air, et ce qui a engendré donc une baisse de 50% des consommations énergétiques. Donc, dans la grande maison de Bruno, on a une chaudière à gaz et des fenêtres PVC qui datent des années 90, donc en deçà des normes actuelles. On n'a pas d'isolation des murs, mais on a néanmoins une toiture très bien isolée. Il fait à peu près 15 degrés, comme on le voit, et avec ce climat frais, malgré la sobriété technique de la maison, les consommations réelles sont faibles puisqu'on a une classe réelle, on pourrait dire A. Et l'habileté des pratiques de l'habitant lui permet d'avoir un bon confort ressenti. Cette habileté, donc, il l'a développée lors de réunions d'échange avec les autres participants à Slowit et en testant des nouvelles pratiques au quotidien dans la maison. Ça passe par l'usage de mobilier chauffant, comme on voit ici, qui permet d'augmenter localement la température, mais ça passe surtout par le fait de réapprendre à s'habiller pour fabriquer son confort au quotidien dans un climat plus frais. Mais la maison, elle a également des qualités spatiales qui sont favorables à cette sobriété des pratiques. On voit par exemple qu'il y a une entrée et un escalier séparés, il y a des espaces cloisonnés qui sont favorables au chauffage partiel. On a un salon qui est revêtu de matières plutôt chaleureuses, des parquets, des rideaux, clos par des doubles portes avec un poêle à bois. Et Bruno peut par exemple alternativement habiter un espace ouvert et traversant ou se fabriquer le soir plaisir d'un salon cocon, une sorte de refuge chaud dans une maison qui est sinon fraîche. Donc on voit que Bruno finalement dispose de marge d'adaptation pour fabriquer son confort. Et ça a été donc notre hypothèse, une rénovation légère pour être efficace et plaisante et reproductible suppose une transformation des techniques avec une recherche de sobriété technique, l'idée de composer avec les techniques héritées, des pratiques d'habiter, d'un confort thermique neutre, un confort fabriqué par l'habitant, d'espaces ouverts à plus fluides, de climat homogène à plus frais, impermanent et contrasté. Alors, ces études de cas, elles sont faites de propriétaires, d'habitants propriétaires, plutôt diplômés, sensibilisés aux enjeux environnementaux, pour qui cette sobriété des techniques et des pratiques peut être désirable. Et donc, on a essayé d'expérimenter cette hypothèse d'une rénovation légère dans le bassin minier avec des habitants en précarité énergétique, chez qui cette sobriété des pratiques peut être évidemment contrainte, avec un autre cadre normatif aussi, celui de l'habitat social. Alors, au début de la thèse, la rénovation légère, elle devait être testée avec le projet Cité minière en acclimatation, qui prend place donc dans la cité d'Orient. C'est un projet donc, qui est porté par la chaire Post-Minier, donc dirigée par Béatrice Mariol, avec 1000 usines paniers en permanence architecturale à l'époque dans la cité, et d'ailleurs toujours en permanence architecturale dans la cité, qui prévoit donc la rénovation de 25 maisons du bailleur social, maisons et cités, avec une maîtrise d'œuvre donc issue aussi de la frugalité heureuse et créative, dont certains sont dans la salle, donc les architectes Blo, Atelier Poste, Catherine, le BET Tribu, dans le cadre donc, du projet EQLD, engagé pour la qualité du logement de demain. Et en fait, on va voir que la rénovation légère est hors norme et difficile à mettre en œuvre, et donc il a fallu trouver d'autres modalités d'expérimentation que ce projet de rénovation très concret. Et donc c'est passé par la conception de deux rénovations légères et les tests de fragments d'une rénovation légère. Alors la conception des deux rénovations légères, elle s'est faite à partir du diagnostic de 5 maisons minières par l'outil du relevé climatique adapté, utilisé cette fois-ci avant rénovation. Dans les études de cas, il est utilisé après rénovation, dans ce cas-là, il est utilisé avant rénovation. Et ce diagnostic, il révèle l'hétérogénéité des techniques avec des maisons récemment rénovées, donc à gauche, et des maisons non récemment rénovées à droite, mais aussi des pratiques d'habiter et des espaces au sein de maisons qui sont pourtant a priori identiques, puisque toutes issues d'un même coron. Il s'agit ainsi, comme le suggérait en 2016 Giulia Marino dans l'article 60 par 60, une démarche innovante pour la sauvegarde de la cité Karl Vogt, de mener, je cite, une analyse multicritère qui finit par remettre en cause les solutions d'emballage dispendieuses autant que désastreuses sur le plan architectural. Et donc ici, c'est une analyse multicritère qui reconnaît autant les qualités techniques de l'existant, mais aussi ses qualités spatiales ou en termes de pratiques d'habiter, permettant notamment aux habitants de fabriquer leur confort de manière économe en énergie. À partir de ce diagnostic, donc deux rénovations légères sont conçues, l'une à gauche pour des maisons qui ont déjà été récemment rénovées, donc qui ont une enveloppe isolante suffisante, on pourrait dire, à l'état existant. Elle vise dans ce cas à introduire des techniques et des espaces impermanents, dont un salon cocon
faits de rideaux qui permettent aux habitants de fabriquer leur confort et leur plaisir. L'autre, donc, pour des maisons non rénovées, à droite, et qui vise à préserver les pratiques habiles et les plaisirs des habitants, notamment liés à l'usage du poêle, qui chauffe le salon, mais à le rendre plus exigeant et moins exigeant, moins exigeant à l'usage, plus économe, notamment par des rideaux thermiques, par la mise en place d'un poêle de masse ou par une isolation des combles. On a testé la capacité de cette rénovation, donc l'idée c'était vraiment de tester la capacité de la rénovation légère à composer avec l'hétérogénéité du bâti hérité et à ne pas renouveler l'ensemble du second œuvre. Par simulation thermique, donc, les deux maisons sont classe B, donc on a une efficacité malgré la sobriété des techniques mises en place par justement la transformation des pratiques d'habiter et des espaces. Cela, on a fait un travail de chiffrage avec un coût limité, 12 000 euros d'un côté et 44 000 euros de l'autre, contre 100 000 euros en moyenne pour une maison minière, donc avec déjà une reproductivité qui est potentiellement accrue. Alors, ces deux expérimentations, elles n'ont pas été complètement mises en œuvre, car hors normes, mais au-delà des simulations, donc, on a testé des fragments de ces rénovations légères dans les maisons minières et en laboratoire. C'est lié aux ateliers Biotex, Bioara et Bioma, qui sont des ateliers pédagogiques de l'ENSAPL, dirigés donc, par Béatrice Mariol. Et ces ateliers, donc, ils associent des habitants, des étudiants, des artisans et des chercheurs dans la conception, la fabrication et l'expérimentation collaborative de rideaux thermiques, d'amphitheatres décorés et de mobilier chauffant en pisé. Alors, à ce stade des recherches, le textile apparaît le plus prometteur pour initier une transformation désirable et efficace des techniques, des pratiques d'habitat et des espaces. Concernant la technique, donc, les tests de conductivité en laboratoire montrent que des rideaux épais peuvent être suffisants pour revêtir des doubles vitrages hérités et éviter leur renouvellement. Les tests de rideaux de cloisonnement dans les maisons montrent qu'ils permettent d'engendrer des climats plus impermanents, plus économes, plus confortables. Par exemple, le rideau d'escalier de Frédéric, qui est ici, lui permet de se fabriquer le soir le plaisir d'un salon cocon surchauffé par son poêle à charbon existant. Et puis, la nuit, eh bien, de laisser monter la chaleur vers les chambres à l'étage. Donc, il y a l'idée du textile pour composer avec les techniques héritées plutôt que de tout renouveler. Concernant les pratiques d'habiter, par la conception-fabrication des rideaux, les habitants s'initient à la rénovation légère en la testant. Les rideaux permettent donc d'explorer collaborativement des questions de pratique sobre ou d'économie d'énergie par le fer, en testant des moyens d'action pour lutter contre la précarité énergétique et non pas par des injonctions à la sobriété. Concernant l'espace, donc les rideaux sont propices au plaisir avec des habitants même en situation de précarité énergétique, puisque la pliabilité et la réversibilité des rideaux permet de redéfinir l'espace, les climats d'un logement social souvent non choisi. Elle offre aussi un chez-soi mobile qu'on peut emporter d'une maison à l'autre. Elle est propice à une sensation de spaciosité qui peut être source de plaisir dans une petite maison. Et donc, elle peut rendre potentiellement plus acceptable, voire désirable, de restreindre l'espace chauffé, par exemple, toujours avec ce salon cocon qu'on plie et déplie au fil des saisons. Alors, ce travail de terrain, il est soutenu par un outil qui traverse toute la thèse, la grille d'efficacité et trois grilles de légèreté, technique et normative, habitée et spatiale. Ces grilles, donc, elles interrogent une méthode de rénovation légère des maisons anciennes qui vise à constituer à la fois un outil de diagnostic et de conception, et donc qui recense des critères et des questionnements à la fois pratiques et théoriques en termes de technique, de pratiques d'habiter, des critères qui peuvent donc guider un concepteur ou un architecte en vue d'une rénovation légère, efficace et source de plaisir climatique. Et donc, on va maintenant montrer comment l'évolution de ces grilles à travers la thèse a permis d'apporter des nouveaux éléments et aussi de montrer les limites de cette thèse. Et on va tenter d'étayer notre hypothèse donc d'une rénovation légère. Et donc, ces grilles, elles ont été formalisées par un travail d'état de l'art multidisciplinaire au chapitre 1, puis en lien avec la méthode de relevé climatique habité mise en place au chapitre 2, elles sont mises à l'épreuve d'études de cas au chapitre 3, et enfin d'expérimentation dans le bassin minier au chapitre 4. La première grille, elle concerne la légèreté technique et normative, avec la légèreté qui est prise aussi au sens de sobriété technique, avec deux sous-questions. Quels sont les moyens techniques suffisants pour une rénovation efficace mais sobre en technique? Faut-il, pour cela, pour les mettre en œuvre, transformer les normes? Alors, en noir, vous avez les critères qui sont issus de l'état de l'art, et en bleu, les critères à l'issue de la thèse. Alors, on va faire des zooms après, hein, ne vous inquiétez pas. La grille issue de l'état de l'art, donc à l'appui de recherches récentes en sciences de l'ingénieur et d'une critique des normes de rénovation lourde, distingue les techniques normées, donc isolation CVC ou hors normes, revêtement de terre-chanvre, rideau thermique, mobilier chauffant.
Et les études de cas montrent que des rénovations aux techniques hors normes peuvent être efficaces si elles sont associées à des climats hors normes, donc frais, contrastés ou impermanents. Et donc, ça montre, à l'issue des études de cas, finalement, la grille recense un ensemble de moyens techniques suffisants, comme une épaisse isolation des combles, des menuiseries potentiellement de réemploi, des revêtements partiels en terre et chanvre des murs, qui peuvent suffire à une rénovation efficace avec un climat frais, impermanent ou contrasté. Et donc, il y a évidemment une remise en plus des normes de rénovation ici, on va y revenir. Les simulations thermiques dans les maisons minières confortent l'efficacité ensuite de ces moyens suffisants et les tests en laboratoire in situ apportent aussi des réponses sur les performances hydrothermiques de techniques hors normes comme les rideaux ou les enduits de terre. Et donc la légèreté technique et normative, elle suggère, et c'est peut-être un des apports de cette thèse, un élargissement des techniques considérées dans la rénovation, des techniques normées aux moyens techniques suffisants, jusqu'à la conservation de certaines techniques héritées, et donc une rénovation légère potentiellement plus reproductible que la rénovation lourde. La deuxième grille, elle concerne la légèreté habitée, et elle renvoie donc à l'habileté, à la sobriété des pratiques de l'habitant, avec deux sous-questions. Dans quelle mesure l'habileté des pratiques de l'habitant permet-elle un bon confort ressenti dans un climat frais? Dans quelles conditions un processus de transformation des pratiques, comme le 8 ou l'autoréhabilitation accompagnée, peut-il rendre celle-ci plus sobre et plus habile? Alors ici, la thèse elle vient principalement confirmer des connaissances déjà établies dans l'état de l'art. Concernant la première question, donc les écrits de la sociologie et de l'anthropologie de l'énergie, notamment la typologie du confort de Pascal Anfou, montrent déjà bien que le confort relève autant de la température que de l'habileté des pratiques de l'habitant, avec l'idée d'habileté ici comme une capacité à interagir avec les techniques, les climats, les espaces de la maison. Les études de cas donc, prolongent ces recherches en suggérant trois marges d'adaptation qui permettent aux habitants de fabriquer leur confort au quotidien dans un climat plus frais, ne pas être en précarité énergétique au risque d'une sobriété subie, disposer de techniques réglables impermanentes et de savoir-faire habile pour fabriquer ce confort. Concernant la deuxième question sur la transformation des pratiques, les recherches, notamment celles de Grégoire Wallenborn, ici présent aujourd'hui, montrent qu'une transformation des pratiques est plus susceptible de se réaliser par une mise en situation de faire, de tester ces pratiques, plutôt que par des injonctions au changement. Et les workshops dans le bassin minier montrent que la conception, fabrication et test collaboratifs de techniques avec des habitants peut initier cette transformation, être vectrice d'une encapacitation sur l'énergie, sur le climat, sur le confort, même avec des habitants en précarité énergétique, par le plaisir de créer ensemble, on pourrait dire. Et donc, à l'issue de la thèse, la grille suggère ainsi une transformation des pratiques d'habiter, du confort thermique neutre au confort des marges fabriqué par l'habitant, mais aussi potentiellement une transformation des processus de rénovation, puisque la collaboration avec les habitants devient une condition de l'efficacité de la rénovation. Troisième grille, la légèreté spatiale. On prend ici la légèreté au sens de souplesse, d'impermanence des espaces et des climats explorés, mais aussi au sens de liété, de plaisir. C'est un des apports de cette thèse, c'est d'interroger le rôle de l'espace dans la rénovation énergétique avec trois sous-questions. Dans quelles conditions les plaisirs climatiques peuvent-ils émerger? Remettent-ils en question l'espace ouvert? Peuvent-ils rendre désirable la rénovation légère, c'est-à-dire une sobriété des techniques et des pratiques? Dans l'état de l'art, donc, on distingue deux tendances de l'architecture moderne vis-à-vis des climats et des espaces. D'un côté, donc, les espaces vastes et ouverts, avec des climats plutôt intérieurs, tièdes, homogènes et permanents, qui sont décrits notamment par Luis Fernandez Galliano à travers le Panthermicon ou par Daniel Barber à travers l'intérieur planétaire. De l'autre, une autre tendance qui serait liée à des espaces plus clos, plus impermanents, avec des climats plus contrastés. C'est par exemple les plaisirs climatiques décrits par Lisa Echong, avec des espaces thermiquement contrastés, ou liés aussi également à des techniques sensibles qui associent donc des qualités climatiques, décoratives et mobiles, plutôt que des techniques dissimulées. C'est également le plan pliable d'Annie Albers, un espace textile et impermanent, où c'est encore le cas des contrastes poétiques entre permanence et impermanence, décrits par Fanelli et Gargiani au sujet de la maison de verre de Pierre Charot de la Villa 1027 d'Ellingray. Les études de cas montrent que, comme le suggère Lisa Echong, les techniques sensibles, donc comme les poêles à bois, les rideaux thermiques, les doubles portes, les enduits terre, sont plus propices au plaisir et peuvent contribuer à rendre désirables ces techniques hors normes. En phase avec Fanelli et Gargiani, enfin, le contraste entre permanence et impermanence peut jouer un rôle. C'est-à-dire qu'un climat frais, par exemple, stable, est plus acceptable s'il s'accompagne de pics de chaleur. Un espace clos favorable à la pratique d'habiter du chauffage partiel peut être plus désirable s'il est impermanent, clos par un grand rideau ou une double porte plutôt qu'à par une cloison fixe. Émergent également les plaisirs du salon cocon, cet espace restreint, ceint de revêtements chaleureux, vite réchauffé dans une maison fraîche.
Et donc, dans le bassin minier, les simulations thermiques dynamiques montrent l'efficacité potentielle de ces salons cocons textiles ou autres surchauffés. Et en phase avec Annie Albers, ces expérimentations montrent que la pliabilité des rideaux peut être source de plaisir, même pour des habitants en précarité énergétique, puisqu'on l'a déjà dit, elle permet un chez-soi pliable, réversible, qui donne une sensation d'espace dans une petite maison. Et donc, à l'issue de la thèse, la grille de légèreté spatiale, elle suggère une transformation des espaces, des climats, d'espaces ouverts et homogènes à plus impermanents, plus propices au plaisir climatique, qui peuvent contribuer à rendre désirable une sobriété des techniques et des pratiques. Et donc, cette thèse, c'est peut-être aussi une invitation aux architectes à re-questionner leur tendance à concevoir des vastes espaces ouverts. L'espace ouvert, les climats tièdes et permanents, peut-être pu être pertinent dans le contexte de l'architecture neuve du XXe siècle, avec un accroissement de l'énergie disponible, mais peut-être qu'il paraît aujourd'hui contradictoire avec la sobriété énergétique recherchée dans la rénovation. Et pourtant, la rénovation lourde, elle s'inscrit plutôt dans cette tendance héritée du XXe siècle qui suppose, pour être efficace, des moyens techniques très importants qui sont donc peu reproductibles. Et donc, la rénovation légère, elle invite à réinterroger cet héritage et à faire émerger des références qui résonnent avec les questions de plaisir, d'efficacité, comme on a essayé de le faire avec Lisa Echong, Annie Albers ou William Guy. Et en s'inspirant de ces références, les architectes pourraient contribuer à un retour désirable à des espaces plus restreints, plus clos, plus impermanents, en phase avec les enjeux énergétiques actuels. Enfin, donc, dernière grille, la grille d'efficacité qui recense à l'état existant et après rénovation, avec des mesures de consommation réelles, du confort ressenti, des coûts de rénovation qui mesurent l'efficacité du bâti, qui était lié au départ à la grille de légèreté technique et normative, mais qu'on a détaché à l'issue des études de cas, puisque l'efficacité d'une rénovation peut autant découler de mise en œuvre technique que d'une transformation des pratiques d'habiter ou d'une évolution des espaces. Alors, dans quelles conditions la rénovation légère peut-elle constituer une alternative efficace et source de plaisir climatique à la rénovation lourde, comme l'interroge notre question principale? Eh bien, comme le suggère l'hypothèse principale de la thèse, pour être efficace et source de plaisir climatique, une rénovation légère suppose une transformation croisée des techniques normées aux moyens techniques suffisants, favorables à une rénovation plus sobre techniquement, qui compose avec les techniques héritées et donc plus reproductibles, mais pourtant efficaces avec un climat frais, contrasté et ou impermanent. Des pratiques d'habiter, d'un confort thermique neutre ou confort des marges fabriqué par l'habitant, propice à un bon confort dans un climat frais, contrasté ou impermanent, de la spatialité, d'espaces ouverts à plus clos, restreints, climat tiède et homogène à contraster, propice au chauffage donc partiel et au plaisir climatique, et donc à une rénovation légère désirable, même avec des habitants potentiellement en situation de précarité, et donc potentiellement plus reproductibles. Avec ces facteurs, donc la rénovation légère peut être efficace en matière de baisse des consommations réelles et d'amélioration du confort ressenti, et constituer une alternative à la rénovation lourde pour contribuer à lutter rapidement contre la précarité énergétique et le réchauffement climatique. Mais, et j'en finirai là-dessus, plusieurs limites subsistent qui sont autant de raisons de poursuivre les recherches après la thèse. On va en prendre 3 aujourd'hui. Tout d'abord, la première limite, c'est que la thèse, la méthode s'appuie sur 5 études de cas, 11 maisons et des expérimentations donc, qui sont limitées. Donc on n'évoque pas dans ce travail les conditions d'une rénovation légère, mais plutôt des facteurs favorables à celle-ci. Il faudrait poursuivre les enquêtes avec plus d'habitats, plus d'habitants, et notamment, pourquoi pas, auprès de l'architecte qui développe aujourd'hui la conception avec les climats, notamment les architectes d'Agua, le collectif TAC qu'on voit ici, ou encore Laure Jacquat ici présente, qui développe dans ses projets une réflexion sur le confort et les climats dans le bâti ancien de plus en plus. Deuxième limite, donc la méthode se confronte aux normes. Et donc, les grilles proposées s'adressent, les grilles de légèreté proposées s'adressent également au pouvoir public, car elles interrogent, on pourrait dire, le cadre de la rénovation énergétique. Les thèses dans le bassin minier, en marge du projet donc Cité minière en acclimatation, qui a quand même constitué un cadre de recherche très fécond, ont permis de montrer que le DPE, le diagnostic de performance énergétique, pose problème. Le DPE, c'est cette méthode de calcul réglementaire des consommations qui exagère les performances des techniques normées, comme l'enveloppe isolante et les CVC, les chauffages et ventilation normés, et engendre leur renouvellement complet, ce qui a un coût et un impact carbone. Le DPE, c'est également un scénario d'occupation conventionnel qui fait que les gains énergétiques, tout un potentiel de gains énergétiques liés à la transformation des pratiques ou des espaces est mis de côté. Et les financements de la rénovation sont liés à ce DPE, ce qui fait que la méthode de rénovation légère, elle est difficilement expérimentable avec des bailleurs sociaux qui doivent respecter ces réglementations et ont besoin de ces financements. Mais c'est aussi le cas, on pourra peut-être en reparler, avec les propriétaires occupants, avec les dossiers de financement MaPrimeRénov'. Ce qui fait qu'il est aujourd'hui concrètement en fait, difficile d'expérimenter des alternatives à la rénovation lourde.
Et donc, la thèse suggère plusieurs pistes, hein, et notamment pour des projets adossés à la recherche, comme le projet Cité minière en acclimatation, de considérer l'efficacité réelle des rénovations. On pourrait dire qu'à partir de là, tous les moyens sont bons pour baisser les consommations réelles et améliorer le confort ressenti. Et enfin, dernière limite, et je finirai là-dessus, c'était un travail donc, qui est centré sur l'hiver, puisque en France métropolitaine, les consommations énergétiques liées au chauffage sont bien supérieures à celles liées à la climatisation et sont plutôt amenées à le rester dans les années à venir. Et donc, elles ont un fort impact sur la précarité énergétique et le réchauffement climatique. Au-delà des questions énergétiques, l'enjeu du confort en été, lui, devient de plus en plus pressant, notamment pour des bâtis récents. Et donc, il y a l'intérêt peut-être aussi à tester les méthodes de relevé et d'analyse de cette thèse, comme on avait commencé à le faire au début de la thèse, par exemple avec ce relevé climatique ici d'une maison au Pays Basque en été. On peut demander aussi, par exemple, si l'espace impermanent développé dans la thèse donc, pourrait être pertinent en été, avec l'idée de passer d'un espace clos en journée qui maintiendrait la chaleur dans un espace limité de la maison à des espaces plus ouverts la nuit, permettant une ventilation donc traversante, rafraîchissante de la maison. Donc voilà, ces limites, bah, elles invitent forcément à poursuivre les recherches après cette thèse. Et je vais m'arrêter ici. Je vous remercie pour votre écoute.